comme d'habitude, commence par vous rappeler les dates des prochaines séances de ce séminaire, donc qui a toujours lieu le lundi à 20h ici, sans qu'il n'y ait aucun changement. Alors, ces dates sont le 15 février, le 14 mars, le 11 avril, le 23 mai, le 6 juin, le 17 octobre, le 12 décembre et le 16 janvier 2017. Voilà. Alors, je vous indique aussi la permanence. Je ferai une permanence le mercredi, pour ceux qui veulent me voir. Vous savez qu'on ne vient pas me voir après le cours, parce que c'est le moment du repos. Et donc, il y aura une autre permanence, j'en ai fait une la semaine dernière, mais il y en aura une le mercredi 27, à 15h, au 29 rue d'Ulm, 2e étage, comme d'habitude. Alors, je veux aussi vous signaler la parution de 2 petits livres. D'abord, celui-ci qui s'appelle « Notre mal vient de plus loin », qui est en réalité le livre tiré directement de la conférence faite ici le 23 novembre à propos des meurtres de masse du 13 novembre. Ça s'appelle « Notre mal vient de plus loin, penser les tueries du 13 novembre ». C'est une version à peu près exacte, un peu corrigée de ci, de là, de la conférence du 23. Et puis un autre qui s'appelle « Le Noir », qui est un essai sur le noir, voilà, qui est une théorie de cette couleur comme non-couleur, ou de cette non-couleur comme couleur. Voilà. Mais évidemment, le plus important, c'est que je vous présente mes vœux. Ça, c'est capital. Je veux vous présenter mes vœux. Alors, vous allez me dire pourquoi c'est si important. Parce que la notion de vœu, si on la regarde de près, elle est tout à fait dans notre sujet, à savoir la question du rapport entre fini et infini. Les vœux, ça n'a l'air de rien, mais ça soulève tout de suite la question du rapport entre fini et infini. Parce que vous voyez bien que la notion de vœu, elle peut recouvrir une ouverture aux autres, et plus précisément à l'infinité des possibles. Puisqu'un vœu authentique, c'est un vœu qui soutient, en réalité, qui cherche à soutenir le système des possibilités auxquelles est exposée l'existence de l'autre, au choix et au déploiement de ces possibles. Et évidemment, un vœu véritable, c'est un vœu qui subjective ce point. Alors ça, c'est le côté infini du vœu, très dur à soutenir, surtout sur une petite carte, mais qui quand même doit être l'élément subjectif réel des vœux, si le vœu n'est pas, au contraire, complètement du côté fini. D'ailleurs, ça veut dire que le vœu qui est du côté fini, le plus fini, c'est le vœu intéressé. C'est-à-dire les vœux, par exemple, qu'on adresse aux supérieurs. Très coutume, très fréquente. Les vœux qu'on adresse aux supérieurs dans le but, non pas du tout que le supérieur réalise les possibilités qui sont les siennes, mais qu'il aide à réaliser les vôtres. Alors là, effectivement, le vœu devient une procédure exemplaire de ce que c'est que la finitude sociale, c'est-à-dire quelque chose qui est toujours circulaire. Il y a quelque chose qui s'adresse toujours à l'autre en tant qu'il s'agit que l'autre s'adresse à vous. Alors les vœux, ça oscille entre les deux. Et c'est ce qu'on peut appeler vraiment le degré de sincérité ou de réalité des vœux, et à la façon dont ils sont censés dépasser leur stricte valeur protocolaire, c'est-à-dire leur valeur finie. Vous voyez que la question des vœux, elle est très liée à la question du possible. C'est ce qui fait son intérêt d'ailleurs, c'est-à-dire que finalement, adresser ses vœux, c'est se mouvoir en direction du système des possibilités de l'autre, de ce à quoi il se voue précisément, lui, quant à ses possibles. Et là, effectivement, ça peut être
Ça peut être une ouverture infinie, parce que les possibles, comme horizon des autres, c'est à la limite quelque chose comme l'humanité tout entière. Et puis ça peut être tout à fait restreint, au contraire, tout à fait intéressé, si c'est un calcul de pur retour, ou comme on dit dans nos métaphores technologiques, de renvoi d'ascenseur. Voilà. Alors, au fond, le rituel social, ce sont les vœux protégés, d'une certaine façon, de leur possibilité immanente d'infini. Alors, le vœu en tant que rituel social, c'est cela. Et c'est pourquoi il se réduit à bonne année. À bonne année, bon est un signifiant flottant. Bonne année, ça ne mange pas de pain. Évidemment, ce serait très difficile de dire à quelqu'un, nous souhaitons une très mauvaise année, la pire de vos années, on peut faire ça, c'est les vœux pour l'ennemi. En un certain sens, c'est plus infini que bonne année. Ça s'introduit davantage dans les possibles, qu'il vous arrive le plus de tuiles possible, que vous soyez véritablement à la peine, ou même que vous disparaissiez avant la fin de l'année. C'est aussi des vœux. Et finalement, bonne année, ça consiste à ne pas faire ce type de vœux, que souvent on fait en secret tout de même. On peut envoyer des vœux empoisonnés. Alors, voilà. Alors, je vais vous présenter les miens, en tenant compte de tout ça. Et évidemment, avant de présenter mes vœux, je les ai rédigés, parce qu'il faut faire attention. Et avant de présenter mes vœux à un public aussi vaste, largement composé de gens que je ne connais pas, et je me suis soudain rendu compte que je m'exposais à de grands risques. Notre Premier ministre, personnage important, auquel je pourrais peut-être adresser mes vœux, empoisonné, il a très justement proclamé, notre Premier ministre, un axiome politique qui, je crois, marque un heureux tournant dans nos valeurs bien françaises et totalement républicaines. Il a dit en effet, l'essence de la liberté, c'est la sécurité. Enfin, il n'a pas dit l'essence, c'est trop compliqué pour lui. Enfin, c'est ce que je traduis dans mon jargon philosophique. Il a dit, la première des libertés, c'est la sécurité. Je crois que c'est concevoir la liberté républicaine dans le juste appareil d'une protection par la finitude. Disons que ça a à voir avec la question des vœux. Parce que la sécurité, si je comprends bien la manière dont la comprend notre Premier ministre, la sécurité, en effet, doit être absolue. Et sinon, nous sommes immédiatement exposés à quoi? Eh bien, à l'infinité insinuante et angoissante des risques. Et l'homme républicain, libre et occidental, a le droit absolu de ne courir aucun risque. C'est ce que je soupçonne être la pensée du Premier ministre toujours, je suis son fil là. Et l'État est d'abord et avant tout une assurance tout risque, plus ou moins gratuite. Et ce droit de ne courir aucun risque, il revient à la police républicaine de le garantir à chaque citoyen, et naturellement, parce que nous sommes dans une république moderne, également à chaque citoyenne. Si bien que nous devons oser une formule, ici, toujours dans la logique de qui nous dirige, nous devons oser une formule qui paraît en effet osée, mais qui découle absolument de la formule de notre Premier ministre. L'essence de la liberté, c'est la sécurité, et donc la philosophie républicaine de la finitude sécuritaire nous impose de dire l'essence de la liberté, c'est la police. Et par conséquent, l'urgence, quand apparaît le moindre risque,
c'est d'appeler urgemment à un renforcement infini, lui, de la protection policière de notre finitude. Hein? Renforcement infini de la protection policière de notre finitude. Ça, c'est une formule dialectique. Enfin, elle est dialectique en apparence parce qu'elle est heureusement dépourvue de tout risque. L'infinité policière de l'état d'urgence est en effet destinée à protéger tous les citoyens de l'infini lui-même. Comme le montrent les très belles formules de l'incarcération préventive, la restriction du droit d'aller et venir, l'assignation à résidence, la privation de la nationalité, un élargissement du droit de la police à tirer sur tout ce qui bouge, et le droit de perquisition illimité jour et nuit. Alors toutes ces procédures visent à mettre dans une ombre carcérale extrêmement finie quiconque est soupçonné de tendance infinie. Vous savez que dans un vocabulaire récemment déployé, avoir des tendances infinies, ou être soupçonné d'avoir des tendances infinies, c'est être soupçonné de radicalisation. Et donc toutes ces procédures que vient de décider sont des procédures destinées à limiter, à rendre finie toute tentation de radicalisation. Alors, surtout ne vous radicalisez pas. Radicalisation est une formule assez indistincte, d'une certaine manière. C'est un commentaire marginal. Parce que la question de qui est un radical, c'est le nom d'un parti français tout à fait modéré, le parti radical. À l'époque, se radicaliser, ça voulait dire voter aux élections cantonales. Alors, après, il doit y avoir des degrés de radicalisation jusqu'à une radicalisation suprême que je crois être le dévouement ou la tentation perverse à quelque forme d'infinité. Donc, il faut rééduquer ce qui est soupçonné de tendance infinie par les méthodes les plus républicaines qui sont, je le rappelle, l'incarcération finie, la surveillance jour et nuit, les perquisitions, etc. Alors un point symbolique de cette vigilance, d'ailleurs, a été affirmé bien avant les récents attentats par celui qui est devenu, sous la protection paternelle de notre président, notre actuel chef de gouvernement, après avoir été notre chef de la police. Rappelons-le. Alors dès ses débuts, sans hésiter, il a dispersé, incarcéré et persécuté ceux qui, sous le nom lui-même un peu louche de Roms, sont des nomades de provenance incertaine, qui circulent sur notre territoire fini. Alors voilà notre sujet. Là, qu'est-ce qu'un nomade, après tout? Un nomade, c'est quelqu'un qui semble préférer l'infinité des voyages, l'incertitude du nomadisme, l'insécurité des campements en plein air, un logement clos dont l'heureux habitant, républicain et citoyen, nourrit le juste désir de devenir le propriétaire exclusif. Et quand il le deviendra, ce propriétaire, il sera prêt à défendre sa sécurité, donc la liberté, c'est-à-dire la clôture de sa propriété, avec un fusil et un chien policier. Alors, contre ce beau et libre désir, l'errance infinie du Roms, qui menace la finitude du propriétaire, n'est pas républicaine, a dit alors très fermement et raisonnablement Valls, chef de la police, et donc chef de la sécurité, ce qui veut dire, la formule est audacieuse mais juste, chef de la liberté. Il a dit, le chef de la liberté, ces gens veulent de l'infini, les nomades, ils veulent du risque, eh bien ils vont en avoir. Et il a envoyé la police républicaine disperser et dévaster leurs campements sauvages, et on a entamé, Dieu merci, leur rééducation républicaine par la belle finitude de l'incarcération. Alors ceci, du reste, je pense, se disposait dans une... Je suis toujours en train de préparer mes vœux. Alors ceci, du reste, se disposait dans une pensée plus vaste
qui est la suspicion républicaine à l'égard de quiconque n'est pas un Français incontestable, doté de parents français, et aussi, si possible, d'arrière-grands-parents français. C'est encore mieux. Pour ne rien dire de l'excellence qu'il y a à ce que vos arrière-grands-parents soient eux-mêmes français, et ceux du côté de vos deux parents français. Là, votre finitude identitaire fait plaisir à voir. Alors l'étranger, c'est le contraire. Hein. Tout étranger, en effet, n'étant pas d'ici et d'ailleurs. Or, ailleurs, c'est grand. C'est même très grand. C'est peut-être infini ailleurs. Et l'infini est bourré de terroristes, tout le monde le sait. Donc, ceux qui n'ont pas leurs arrière-grands-parents tous français dans les deux directions parentales, il faut au minimum les avoir à l'œil et user les concernant de la perquisition jour et nuit comme du contrôle incessant dans la rue. Notre liberté, dont je vous rappelle que le chef et le chef de la police l'exigent, est au maximum, ça c'est le minimum, mais au maximum, s'ils continuent obstinément à aller souvent ailleurs, notamment dans les régions du monde où sévissent les radicaux de la radicalisation, il faut les rééduquer par une finitude sévère, et si ça ne marche pas, les renvoyer. Les renvoyer où? Ben, en tout cas ailleurs. Alors vu tout ça, je me suis dit, moi, à moi-même, mon vieux, en présentant tes vœux à ton séminaire, comme ça, à des gens que tu ne connais pas tous, tu cours des risques, donc tu n'es pas en sécurité, donc tu n'es pas libre. Et en vous regardant là tous, je me dis, il y a peut-être parmi vous des gens qui viennent d'ailleurs, et même de plusieurs pays, ce qui veut dire qu'ils viennent de plusieurs ailleurs différents. Ça, c'est de l'infini multiplié, hein. Plusieurs ailleurs différents, un risque énorme. En plus, l'entrée est libre dans ce théâtre de la commune. Libre, c'est-à-dire risqué, c'est-à-dire insécure, c'est-à-dire pas libre. C'est dialectique en apparence, ça. Hein, parce que libre, pas libre parce que c'est libre. Mais je l'ai déjà dit, c'est le prix à payer pour que le chef de la police soit content. Songez que même un Roms pourrait s'asseoir tranquillement, là, dans la salle. Hein. Vous n'allez pas me dire que ça ne menace pas notre finitude républicaine, un truc pareil. Et d'ailleurs, ce théâtre, il a un nom un peu suspect. Parce que la commune de Paris, entre nous, c'était la rêverie infinie. Hein. Très peu de finitude, la commune de Paris. C'était quasiment de vrais communistes, les gens de la commune de Paris. Ils étaient infinis à fond. Il a fallu tous les tuer, je vais vous dire. 20 000 fusillés dans les rues de Paris pour sauver in extremis la sécurité des propriétaires et donc la liberté. C'est triste, mais c'est nécessaire. Et qui les a fusillés? Ben, ceux qui ont fondé notre République. Ceux qui savent qu'ils ont des rues et des avenues partout en France. Auguste Thiers, Jules Ferry, Jules Simon, Jules Grévy, Jules Favre. Ils ont fait un boulot terrible, ces fondateurs de la République. Hein. Triste, mais juste. Parce que fusiller l'infini est souvent une nécessité pour l'État. Pour sa police, pour la sécurité, et donc pour notre liberté républicaine. Alors vous imaginez, dans le théâtre de la commune, un théâtre hanté par l'infini, je dois me protéger un max. Comme on dit dans notre pays libre, festif, joyeux, républicain et sécure. Il faut que j'applique le principe de précaution, le principe de la sécurité maximale, donc de la liberté la plus finie, donc la plus grande. Il faut que je contrôle mes vœux, qu'au contact de tout l'ailleurs qu'il y a ici, ils ne deviennent pas infinis. Parce qu'alors ma finitude disparaîtra dans l'infini et ce sera ici même, à Aubervilliers, la commune de Paris. Et alors, mes amis, on y passera tous.
parce que le spectre de Jules Ferry, fondateur de la République, de l'école laïque et du colonialisme, veille sur tout ce qui est enseignement public. Il a dit, Jules Ferry, je le cite exactement, c'est un discours à l'Assemblée nationale de Jules Ferry, vénéré fondateur de notre école républicaine laïque et pleine à rabord de sécurité. Écoutez bien. Messieurs, dit Jules Ferry, il faut parler plus haut et plus vrai, il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Parce qu'il y a un devoir pour elles, elles ont un devoir de civiliser les races inférieures. Voilà la pensée profonde du fondateur de l'école républicaine. Civiliser les races inférieures. Alors on comprend quand des représentants supposés de ces races inférieures viennent à l'école, ils aient peut-être quelques problèmes de reconnaissance de la distinction nécessaire dans tout cet appareillage entre les races supérieures et les races inférieures. Vous avez bien entendu, Jules Ferry nous dit, les inférieurs sont ailleurs, il faut leur apprendre ce que nous sommes ici, civilisés, nous avons le devoir de civiliser les races inférieures, et alors encore récemment, suite à des massacres de masse nihilistes, fascistes, absurdes, dont j'ai parlé ici, notre président a bien dit qu'il y avait une guerre mondiale entre les barbares et les civilisés. Hollande et Jules Ferry, même combat. Civilisés, policiers, laïcs et sécuritaires. Alors même en présentant mes vœux, je ne dois pas oublier, vu qu'il y a peut-être ici des gens d'ailleurs, les devoirs de la civilisation, les valeurs françaises, pour ma sécurité. Et alors je suis coincé ici entre le nom de ce théâtre, le nom infini, la commune, et puis le spectre de Jules Ferry, qui a enseigné aux communards et aux colonisés la finitude civilisée. Et il faut dire que pendant plusieurs années, j'ai enseigné dans l'amphithéâtre Jules Ferry. Vous voyez le problème, l'amer problème subjectif entre Jules Ferry et la Commune de Paris. Il faut donc, en vous présentant mes vœux, que je me faufile entre ces deux termes contraires avec la plus grande précaution. C'est à partir de là que je vais utiliser largement des formules de Christian Dutheil, qui est journaliste, philosophe, critique et humoriste, et qui sait parler comme il convient de ceux qui nous gouvernent, comme de nos rites sociaux. Je lui emprunterai quelques considérations et quelques formules de vœux, car j'ai reçu ses propres vœux. Alors voici donc maintenant, après ce long préambule de méthode et de concepts dialectiques, la version précautionneuse de mes vœux, laquelle est en conformité avec le principe de précaution inscrit dans la Constitution et avec tous les impératifs de la sécurité, qui veut dire bien dans l'abri des lois, de la justice, de la police, et donc libre comme l'air. Alors je vous prie tous, là, devant moi, d'accepter mes vœux à l'occasion du solstice d'hiver, sans aucune obligation implicite ou explicite de votre part. Surtout si vous êtes français à la 3e génération, mais sans exclure les autres, sans non plus d'ailleurs exactement les inclure, du moins sans examen préalable. Alors mes vœux seront en adéquation avec la tradition, la religion ou les valeurs existentielles de votre choix, dans le respect de la tradition, la religion ou des valeurs existentielles des autres, ou dans le respect de leur refus, en la circonstance de tradition, religion ou valeurs existentielles, ou de leur droit de manifester leur indifférence aux fêtes populaires programmées, en sorte qu'au bout du compte, mes vœux soient indubitablement laïques, c'est-à-dire marqués par une indifférence totale à toute conviction, sauf la forte conviction laïque elle-même, à savoir qu'avoir une conviction ou une idée, quelle qu'elle soit, vous expose en général à l'infini, donc à des risques, et n'est donc pas conforme à notre conception républicaine pleine d'une festive finitude.
Alors, juste après l'impératif républicain de l'essence de la liberté en tant que suprématie de la police, vient en effet le sage conseil philosophique de notre société, vie sans idée. Ceci dit, pour ne prendre aucun risque, je présente aussi mes vœux à ceux qui ont une idée, tout en leur faisant savoir en toute fraternité républicaine que je n'en ai aucune. Alors bien entendu, mes vœux concernent votre santé, mais ceci ne suppose de ma part aucune connaissance particulière de votre dossier médical, ni une quelconque volonté de m'immiscer dans le dialogue confidentiel établi avec votre médecin traitant. De même, je ne prétends nullement m'insinuer entre vous et votre assureur, notamment dans le cas où vous seriez en train de discuter avec lui une convention visant à couvrir les frais de vos obsèques. Mes vœux concernent aussi votre prospérité, mais bien entendu, j'ignore tout de la somme figurant sur votre déclaration de revenus, de votre taux d'imposition et du montant des taxes et cotisations auxquelles vous êtes assujettis. Mes vœux concernent enfin votre bonheur, mais l'appréciation de cette valeur est laissée à votre libre arbitre. Il n'est pas dans mon intention de vous recommander tel ou tel type de bonheur. J'ai sans doute écrit un livre qui s'appelle « Métaphysique du bonheur », mais vous avez, à mes yeux, nulle obligation de le connaître, encore moins de le lire, et encore moins d'en tirer quelque idée qui mettrait en danger vos opinions ordinaires et vous exposerait à un risque quel qu'il soit. Alors je tiens à faire ici en outre les prudentes remarques concernant le calendrier, toutes tirées cette fois du très savant texte de vœux de Christian Dutheil. Ces remarques manifestent une tolérance absolument magnifique, nécessaire pour les vœux. Alors, premièrement, nous fêtons l'année nouvelle. Alors, le concept d'année nouvelle est ici basé, pour des raisons de commodité, sur le calendrier grégorien, qui est celui le plus couramment utilisé dans la vie quotidienne du pays, à savoir la France, à partir de laquelle ces vœux vous sont adressés. Alors, son emploi n'implique aucun désir de prosélytisme, car je pense que ceux qui sont ici, que ceux qui sont ailleurs, et que chacun doit, restant chez lui, observer ses coutumes. Je pense même qu'il est légitime que chacun, vu le principe de sécurité et de finitude, pense que ses coutumes sont bonnes puisque ce sont les siennes. La légitimité des autres chronologies utilisées par d'autres cultures n'est donc absolument pas mise en cause par moi, pour autant qu'elle reste chez elle, pour que les vaches de chaque pays et de chaque culture soient mieux gardées. En particulier, le fait de ne pas dater ces vœux du Yam al-Sabt 1 Safar de l'an 1434 de l'Hégire, fuite du prophète à Médine, ne constitue ni une manifestation d'islamophobie, ni une prise de position dans le conflit israélo-palestinien. Le fait de ne pas dater ces vœux du 2 Tevet 57073 ne constitue ni un refus du droit d'Israël à vivre dans des frontières sûres et reconnues, ni le délit de contestation de crimes contre l'humanité. Le fait de ne pas dater ces vœux du 3e jour du chien de métal du 11e mois d'Aksué grande neige de l'année du dragon d'eau 78e cycle n'implique aucune prise de position concernant le devenir de la Chine, ni ne manifeste une crainte, voire une panique, au regard de la crise boursière à Shanghai. Le fait de ne pas dater ces vœux du Quintidi de la 3e décade de Frimaire en le 221 de la République française une et indivisible ne saurait être assimilé à une contestation de la forme républicaine des institutions et, plus généralement, ne saurait conduire à quelque doute que ce soit concernant les valeurs françaises de liberté en tant que sécurité, gaieté, galanterie, laïcité, esprit critique, tolérance au blasphème, hostilité au foulard et aux jupes longues, confortable propriété pour les week-ends, bonne bouffe entre amis et voyage sympa dans les îles Hébrides comme à Marrakech. Tout ceci étant dit et garanti par un système rigoureux de précautions de toutes sortes conformes au devoir de précaution inscrit dans la Constitution, je peux enfin vous adresser réellement mes vœux, dans toute leur libre originalité et leur sincérité individuelle, dans tout le détail prudent, fini, républicain et laïque. Écoutez bien, bonne année 2016. Alors, je voudrais vous dire maintenant, pour que je vous ai
garantit le terrain de l'année nouvelle. Au fond, si nous cherchons à caractériser l'opération parodique à laquelle je me suis livré ici, en quoi consiste-t-elle? Alors, je voudrais, pour introduire la notion qui va me guider dans le reste de ce séminaire, dire qu'il s'agit d'une opération de recouvrement. C'est la notion de recouvrement qui va nous intéresser comme étant sans doute une opération majeure de l'imposition oppressive de la finitude à l'infinité potentielle. Au fond, il s'agit d'asphyxier le possible. Alors le possible, là, le petit possible, que le vœu soit réellement un vœu, en fait, quelque chose comme ça. Il s'agit d'asphyxier les possibles en tant que risque, et puis d'assumer les identités sans communication entre elles. Au fond, il s'agit de clore toute échappée du discours protocolaire du vœu, de façon à aboutir effectivement à un énoncé insignifiant, un énoncé qui n'a aucune signification par lui-même, puisqu'il évacue toute considération du système des possibles. Bonne année. Et ça, c'est le recouvrement d'une potentialité infinie par un jeu systémique et rhétorique de recouvrement successif des données possibles de cette possibilité, de façon à parvenir à un énoncé qui est insignifiant, c'est-à-dire d'une certaine façon qui ne déplace rien dans l'univers constitué à l'intérieur duquel il fonctionne et à qui il semble s'adresser. Alors, on appellera opérations de recouvrement, de façon générale, des opérations de ce type-là. Des opérations qui consistent à discerner en réalité une potentialité infinie quelque part, et plutôt que de la dénier directement au nom d'une conception finie contradictoire, de la recouvrir, c'est-à-dire de la rendre inactive en la recouvrant de considérations elles-mêmes tirées de la finitude et dont on va en quelque sorte l'inonder ou la recouvrir, la dissimuler, la recouvrir effectivement, de façon à ce qu'elle soit en définitive inaudible. Je pense que les procédures propagandistes dont notre société est alimentée plus qu'aucune autre ne l'a jamais été, les procédures propagandistes, de façon majoritaire, ne sont pas ou secondairement des opérations de négation. Ce sont des opérations de recouvrement. Ça, c'est la thèse générale que je voudrais défendre. Naturellement, il y a des opérations de négation, il y a des opérations de critique, mais si on les regarde de près, leur efficacité n'est pas tendue au fait qu'elles mettent en branle une contradiction, avec des gens qui vont se défendre, ou d'autres qui vont affirmer, etc. Leur opération fondamentale n'est pas de constituer une arène de la discussion. Leur conception fondamentale est de recouvrir par des prélèvements sur la situation telle qu'elle est du point de vue de sa finitude intrinsèque, à recouvrir l'indice infini repéré, de telle sorte à ce que sa vérité, sa potentialité d'action infinie sur la situation soit abandonnée. Prenons comme exemple, alors beaucoup plus sérieux, justement ce qui s'est passé, j'y reviens donc une dernière fois ici, ce qui s'est passé à propos des meurtres de masse de novembre. On pourrait dire ceci, on peut dire à quoi nous engageait une compréhension réellement complète et effective de ce qui s'était passé là. Alors, moi j'ai proposé de dire que, à minima, le comprendre vraiment, le penser, et l'ayant pensé, avoir un point de vue sur comment empêcher, comment interdire la répétition de ce genre de choses, j'ai proposé de dire que ça supposait, ça exigeait un va-et-vient de la pensée elle-même, qui allait de la situation telle que l'on pouvait la comprendre, la situation qui s'avérait en la circonstance devoir être une situation mondiale d'ailleurs, pas du tout une situation simplement française. Donc
proposé une analyse de la situation mondiale telle qu'elle engageait un cheminement qui allait de la situation mondiale à la subjectivité active des assassins, des tueurs, et qui ensuite remonterait de l'intelligibilité de cette subjectivité jusqu'à une situation mondiale autre que celle de départ, situation qui serait caractérisée par le fait qu'elle ne pourrait plus comporter de tels désastres. Voilà. Donc, penser la chose de façon immédiatement ouvrant à une activité effective et pas simplement à une intelligibilité, c'était accomplir ce mouvement qui, d'une certaine manière, situe ce qui s'est passé dans une intelligibilité générale, engageant des paramètres d'ailleurs très, très complexes en les circonstances, mais qu'on peut trouver, qu'on peut disposer. Alors, aller de là jusqu'à une intelligibilité de la subjectivité des acteurs principaux de cette affaire, à la fois les acteurs, les criminels, que je considère comme des fascistes, peu importe, je vais pas revenir sur ce point ici, aller jusqu'à l'élucidation de leur subjectivité, puis remonter de cette élucidation jusqu'à la vision des conditions dans lesquelles la situation d'ensemble ne permettrait pas que ce genre de choses se passe, ne produirait plus ce genre de choses. Donc un aller-retour entre les subjectivités actives dans cette affaire et la situation générale. Alors ce parcours est potentiellement infini, c'est vrai. Il est potentiellement infini parce que l'exploration complète d'une subjectivité l'est déjà par elle-même, en fait. Entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle on ne veut pas de procès, et que donc on tue toujours ces gens-là. Dans un pays qui interdit la peine de mort, etc., on les tue sans exception. Vous n'avez jamais un procès concernant ces gens-là. Donc on exerce une vengeance, et non pas une justice, au sens le plus formel du terme, mais la justification latente, c'est que on s'engagerait, s'il y avait procès, défense, accusation, etc., dans des considérations extrêmement compliquées, subtiles, qui précisément engageraient ce mouvement de va-et-vient entre la situation et la subjectivité, ce qu'on ne veut pas. Et ce qu'on ne veut pas, pourquoi? Eh bien parce que ce parcours potentiellement infini, mais qui est le parcours d'intelligibilité effective de ce qui se passe, on ne veut pas de son infinité potentielle, justement, à aucun prix, et ce qu'il faut, qui induit qu'il faille réduire l'épisode à la confrontation simple d'identité normative. C'est-à-dire que, et ça c'est l'opération de recouvrement. C'est-à-dire l'infinité potentielle de cette situation qui est perceptible pour tout le monde, tout le monde est inquiet, traumatisé, inquiet, etc., non pas seulement par ce qui se passe, parce que l'intelligibilité de ce qui se passe est fuyante, douteuse et même terrible d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'un procès serait la mise en scène de cette intelligibilité, quelles que soient ses limites. Donc on va recouvrir cette infinité potentielle par des intelligibilités normatives qui, en l'occurrence, ont été immédiatement d'ailleurs l'opposition entre civilisés et barbares. Et le codage absolument élémentaire de cette affaire, ou encore valeurs françaises contre terroristes islamiques. Et finalement, la conséquence de tout ça était l'évidence d'une union nationale parce que la patrie était en guerre. Donc les signifiants valeurs françaises, civilisées, patrie et finalement guerre ont constitué le recouvrement en finitude fermée de ce qui ouvrait en réalité à une quête de pensée redoutable, difficile, parce que touchant à l'infinité du va-et-vient de la pensée entre ces déterminations subjectives d'un côté et objectives de l'autre. Alors, en plus, concrètement, le solde de ce recouvrement, c'est quoi? En vérité, il faut dire les choses, c'est le renforcement des pouvoirs de la police. Il n'y a pratiquement rien d'autre. Et un durcissement extrême de toute une série des facteurs du droit. Autrement dit, le recouvrement ici, qu'on peut traquer à partir de signifiants recouvrants, dont en réalité le principal est France, valeurs françaises, etc., le recouvrement
comme toujours, produit des effets pratiques qui sont de resserrement. Et au lieu que la pensée se dilate à l'échelle du monde, parce qu'en réalité, pour avoir une interprétation complète de tout cela, il faudrait ouvrir une large discussion sur comment est le monde aujourd'hui, quelle est la signification des interventions françaises ici ou là, que fait exactement l'armée française au Centrafrique ou au Mali, d'où viennent les gens, etc. Ça fait partie de la nature même de la situation. Mais au lieu que cette complexité soit déployée, on la conne par recouvrement. Or, je soutiens que c'est un rapport particulier de l'infini et du fini dans la méthodologie politico-intellectuelle, si l'on peut dire. Finalement, on a l'identité tricolore contre un extérieur indéterminé mais négatif, et l'opération se termine en réalité sans qu'aucune forme d'intelligibilité ait été réellement déployée. Parce que cette forme d'intelligibilité supposerait un mouvement de la pensée et non pas simplement d'entériner des codages limités et péremptoires. Or, la non-compréhension expose à la perpétuation du risque, par ailleurs. Ça, c'est très frappant. Si vous voulez éradiquer un risque, il faut le comprendre, il faut le penser. Il faut trouver le système de transformation du monde qui fait que le risque est atténué. Si vous faites un codage simple, une déclaration de guerre, comme si les camps de cette guerre étaient déjà là, dessinés, etc., et que tout le monde était dans l'union nationale autour de ces problèmes, ben vous engagez en réalité dans la perpétuation de la situation telle qu'elle est. Or, la situation telle qu'elle est, c'est justement elle qui est à l'origine de ce qui est advenu, et si on ne la change pas, on ne va pas changer non plus le système des risques contre lesquels on veut se prémunir. Donc, moi je soutiens que tout recouvrement est conservateur. C'est-à-dire, tout recouvrement est destiné, en définitive, à ce qu'un problème nouveau, toujours exposé à une sorte d'infinité nécessaire de la pensée, puisque c'est quelque chose qui ne va pas se clore de façon immédiate et simple, soit que cette forme d'infinité soit codée et recouverte de telle façon qu'elle devienne inactive. Alors, c'est cette opération, vous voyez, que de manière générale, je vais nommer un recouvrement, j'ai déjà nommé recouvrement, et vous voyez en quoi consiste sa nature, alors sa nature spéculative, philosophique, si on la désigne abstraitement. Un recouvrement, c'est toujours la pratique qui consiste à recoder la situation dans des paramètres déjà connus, déjà déterminés, déjà déployés, de telle sorte que la nouveauté et donc l'infinité potentielle que ce qui s'est passé peut détenir ne soit pas mise à jour. Ne soit pas mise à jour, dans le sens que je dis que c'est une méthode de conservation, et c'est en même temps une méthode de propagande, puisque ça consiste à donner immédiatement une sorte de formule simple de ce qui se passe. C'est-à-dire c'est une simplification radicale d'une situation à la fois nouvelle et extrêmement complexe, simplification radicale qui sert en définitive à ce que la pratique soit en réalité un resserrement de l'ensemble des boulons du système existant. Resserrement qui va prendre la forme d'une série de lois négatives contre lesquelles un certain nombre de gens commencent à se lever, naturellement, mais qui ne sont que la conséquence du recouvrement. C'est-à-dire que le recouvrement, la pratique du recouvrement, c'est le resserrement. On recouvre par un codage nouveau, et ensuite on resserre la situation sur elle-même, alors que normalement, on devrait au contraire l'ouvrir à une pensée dialectique complexe et au va-et-vient, je vous ai parlé, entre les subjectivités en jeu dans cette affaire, y compris les subjectivités étatiques d'ailleurs, l'ensemble des subjectivités en jeu dans cette affaire, et la situation à l'intérieur de laquelle ces subjectivités ont pu surgir, se déployer et agir. Alors, le problème théorique du recouvrement, auquel il faut venir de façon à pouvoir se dégager de l'ensemble de cette procédure, le problème théorique du recouvrement, c'est le suivant. Comment une donnée potentiellement infinie
peut-elle se laisser recouvrir par des codages finis? Ça paraît paradoxal. Si réellement une infinité neuve de la pensée était à l'œuvre dans la situation, son infinité devrait lui interdire d'être recouverte par des éléments empruntés à la situation telle qu'elle est. Alors, la seule solution, c'est de dire que si elle le peut, c'est-à-dire si ce qui se passe peut être interprété, abstraction faite de toute nouveauté, à partir des éléments préconstitués dans la situation, c'est-à-dire si ce qui échapperait éventuellement au codage de la situation est nié par le fait que vous le recouvrez par des termes qui sont des termes de la situation déjà existants, eh bien c'est que cette infinité n'est pas encore absolument infinie. Si elle était réellement infinie, si son infinité était constituée, si cette nouveauté était évidente, si vous voulez, on ne pourrait pas la coder. Par conséquent, nous sommes bien là au cœur de la dialectique entre fini et infini. C'est-à-dire, nous sommes à un point très intéressant qui est dans quelles conditions le fini conserve-t-il de la puissance au regard même d'un infini supposé. C'est-à-dire, quelle est la puissance de la finitude? Voyez-vous, une chose qui empêche souvent d'intégrer l'infini dans les analyses, c'est l'idée que toute situation est finie, donc que la finitude, c'est la loi des choses, et l'objection, c'est que s'il y avait quelque chose d'infini, ça se saurait, ça se verrait, puisque l'infini l'emporterait sur le fini de façon voyante, de façon évidente. Donc, le problème que nous avons dans les exemples de recouvrement, c'est que, à l'évidence, quelque chose qui était virtuellement porteur d'une nouveauté irréductible aux éléments constitués de la situation a pu cependant être recouvert largement par des opérations qui sont directement, elles, issues de ce qui existe déjà. Et même par la résurrection de vieilleries. Et on puise dans un arsenal ancien. Au fond, ce n'est pas tous les jours qu'on déclare que la patrie est en guerre, et qu'il faut brandir le drapeau tricolore. C'est des choses qui ont été utilisées fréquemment dans le passé. Donc on va puiser dans cet arsenal l'union nationale, la guerre patriotique, la civilisation, Jules Ferry, purement et simplement Jules Ferry. Nous les civilisés, eux les barbares. On va puiser dans ce stock, et avec ce stock qui est en partie composé de vieilleries recyclées, on va recoder la situation, alors qu'une analyse un tout petit peu plus poussée montrerait que cette situation, ce qui s'est passé, y compris son cœur sanglant, enfin le meurtre de masse qui s'est produit, exige d'une certaine façon un déploiement dialectique entre subjectivité, localisation, mondialité, etc., qui est tout à fait de notre ordre que ce qui est raconté. Alors nous avons donc que nous héritons là d'un problème théorique important et significatif qu'on pourrait appeler celui de la puissance du fini. La puissance du fini. Et alors la vraie puissance du fini, c'est quand le fini vient à bout de l'infini. C'est ça sa vraie puissance. Si vous ne la connaissez pas là, ça veut dire le fini, un fini peut être plus grand qu'un autre fini, mais dès que l'infini se montre, fini est réduit. Ben non. Les opérations de recouvrement nous indiquent, elles sont très nombreuses, vous pourrez vous-même en trouver plein d'exemples. Le recouvrement, c'est une pratique extrêmement abondante. Là, on prend des exemples divers, mais vous pourrez en trouver d'autres. En réalité, très souvent, quand on rencontre une difficulté dans l'existence, on la recouvre. On la recouvre. C'est pour ça que beaucoup de problèmes, y compris existentiels, qui seraient porteurs éventuellement de novations dans la vie, alors subjective, personnelle, amoureuse, tout ce que vous voulez, beaucoup de virtualités de ce genre n'arrivent pas à naître parce qu'elles ont été recouvertes, effectivement, par des décisions limitatives. Donc la victoire du fini sur l'infini, la victoire du prélèvement conservateur d'éléments de la situation permettant de recouvrir une virtualité qui, en tant que telle, pourrait être une virtualité infinie, c'est une expérience de
de la vie quotidienne. Et là, j'en donne, ou de la vie politique aussi. C'est une expérience constante, parce que c'est la loi la plus importante du conservatisme, sous toutes ses formes. Le conservatisme peut prendre naturellement des formes extrêmes de caractère antagonique et violent, mais ce sont des cas limites. Dans son fonctionnement ordinaire, c'est des opérations de recouvrement. Et ces opérations de recouvrement ont le mérite d'être à la fois des opérations effectives et des opérations de propagande. C'est-à-dire des opérations qui permettent de délivrer rapidement une version simple de ce qui s'est passé, qui va annuler toute investigation véritable de ce qui s'est passé. Et évidemment, cette simplicité, alors on est un peu sur la piste de quelque chose. Que veut dire simplicité là-dedans, hein? On pourrait dire aussi que ce dont il est question, c'est de la force du simple, la force de ce qui est simple. Ce qui est simple et qui, en même temps, est déjà là. C'est sous la main et c'est simple. Et ça a une efficacité subjective, mais aussi objective, finalement. Puisque quelque chose qui aurait pu advenir dans une conception complète de ce qui s'est passé n'adviendra pas, ou adviendra très difficilement, ou adviendra tardivement, etc. Voilà. Et alors, nous avons donc alors le problème particulier que nous allons aborder maintenant à un niveau abstrait, théorique. Vous avez bien compris la nature empirique de la question du recouvrement, une expérience que vous pouvez vous-même trouver dans votre propre vie d'innombrables exemples. C'est la protection de notre finitude, la protection permanente de notre finitude, la vraie technique pour éviter les risques. La vraie technique pour éviter d'être exposé à des risques, c'est-à-dire aussi d'être exposé à la création, à l'invention, à la nouveauté. C'est le recouvrement. Et donc il nous faut maintenant, malgré tout, comme toujours, faire le va-et-vient entre une théorie générale de ce qui constitue l'opération du recouvrement, avec comme cible dans quel cas quelque chose d'infini peut être recouvert par des données qui sont des données finies. Alors, l'approche de ce problème, sous sa forme la plus abstraite, mais aussi la plus révélatrice, a été inventée par Kurt Gödel dans les années 30 du dernier siècle. Et ça s'appelle, je vous donne le nom technique, ça s'appelle la théorie des ensembles constructibles. Théorie des ensembles constructibles. Alors, constructible est un nom qui nous met sur la piste, hein. Les ensembles constructibles seront précisément les ensembles qu'on peut mobiliser pour recouvrir des ensembles précisément inconstructibles. Alors, c'est quoi un ensemble inconstructible? C'est justement quelque chose qu'on n'arrive pas à construire à partir de ce qu'il y a déjà dans la situation. Donc le constructible, le caractère conservateur du constructible, métaphoriquement, c'est saisissable, c'est constructible à partir de ce qu'il y a, en gros. Alors, le noyau de l'invention de Gödel, je peux le dire de façon très simple, au fond, Gödel va donner une nouvelle définition du fini, très élargie. Vous voyez bien que si on veut comprendre le recouvrement, on ne peut pas se contenter de dire que fini c'est ce qui est petit, ou même fini c'est ce qui n'est pas infini. On ne comprendra pas si on dit ça à la puissance du fini. Il faut définir le fini d'une autre manière. C'est-à-dire, il faut définir le fini par des procédures qui ne sont pas essentiellement quantitatives. Le fini, ce n'est pas ce qui est petit par rapport à ce qui est grand, ou le fini, c'est une question, c'est une détermination qualitative. C'est-à-dire que, par exemple, pourquoi, si on reprend l'exemple des meurtres de masse, pourquoi la catégorie de valeur française peut-elle être considérée comme finie au regard de l'intelligibilité de ce qui se passe? Parce que la question de savoir si valeur française c'est petit ou c'est grand,
Mais c'est un opérateur qui va être fini parce qu'il bricole des données qui sont des données constructibles à partir de la situation. On peut dire, bon, voilà, on est tous français, on est en France, on est liés par les valeurs françaises, et quand on nous tire dessus, ben, on tire sur nos valeurs, voilà. Et ça a été fait maintes fois. Ça a été maintes fois dans les déclarations de guerre, on a toujours dit qu'on faisait la guerre pour les valeurs nationales. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Hein. Mais on peut le dire, non pas parce que c'est fini en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Il n'y a pas une finitude particulière de la notion de valeur française ou de la France ou des Français, quelque chose comme ça. Mais on peut le dire parce que, d'une certaine façon, c'est quelque chose qui se laisse construire, qui est sous la main, là, dans la situation, et qu'on peut convoquer pour un recouvrement, justement. Alors, plus précisément, si on veut essayer d'être plus précis, que va dire Gödel? Gödel va dire quelque chose comme ça. Et qu'on sera considéré comme fini, dans une situation donnée, tout ce qu'on peut définir à partir de ce qui existe déjà, qui est déjà donné, et aussi à partir des propriétés déjà définies dans ce qui existe déjà. C'est-à-dire, au fond, sera considéré comme fini au regard d'une situation déterminée, ce que vous pouvez construire, penser, déterminer, nommer, définir, à partir de ce qui est déjà là, au double sens de les objets qui sont déjà là, les choses qui sont déjà là, les notions qui sont déjà là, et aussi les propriétés dont on se sert pour décrire ce qui est déjà là. Donc, au fond, c'est pour ça que Gödel va dire que ce qui est fini, c'est ce qui est constructible. Alors, constructible, ça suppose qu'on ait un niveau de construction, hein, évidemment. La partie la plus formelle, la plus délicate de la chose. C'est relativement à une situation donnée qu'il y a du constructible. Et constructible ce que, au regard de cette situation, on peut bâtir, déduire, bricoler à partir de ce qui existe dans cette situation et des propriétés qui caractérisent ce qui existe dans cette situation. En un certain sens, vous voyez, c'est aussi un rapport entre l'être et le langage, cette affaire. Et dans le constructible, c'est un peu tout ce que dans la situation on a déjà nommé, on a déjà cadré dans le langage, on a déjà installé dans un système de propriétés déterminées. Et que le constructible, c'est ce qui permet d'utiliser des noms qui ont un sens prédéterminé dans la situation et par la situation. Exemple, la France. Vous parlez, vous bricolez avec la France pour coder quelque chose qui n'a en vérité ultimement que peu de rapport avec la France. Hein. Et les rapports ne sont même pas ceux qu'on dit. Le rapport le plus étrange avec la France, c'était que tous les assassins étaient français. Ça, c'était une chose qui méritait d'être examinée de près. Mais France ne fonctionne pas du tout comme un instrument d'analyse nouveau. France fonctionne comme une espèce de propriété qui est là et qui est partagée par tous les Français. Voilà. Et donc, c'est typiquement constructible. Constructible, ça ne veut pas dire que ça a beaucoup de sens. Au contraire, ça veut dire que ça a un sens usé par le fait que c'est quelque chose qui est bâti, édifié, construit dans la situation elle-même. Alors vous voyez, fini, ça va être ce qui est constructible. Alors infini, ça va être ce qui est inconstructible, d'abord. C'est-à-dire ce qui est nouveau au sens suivant. Ça ne peut pas être déduit dans son être et dans ses propriétés de ce qui est déjà là. C'est-à-dire ça suppose une affirmation qui prend le risque de dire ce que c'est, indépendamment du codage déjà existant de ce qu'il y a. Donc vous voyez, ce qui est inconstructible, c'est infini au sens où ça échappe à la finitude constituée de la situation dans son système de propriétés, d'objets, etc. C'est quelque chose qui... Donc pour le penser, vous devez d'abord l'affirmer. Vous devez faire une hypothèse. Vous devez prendre le risque d'une affirmation que vous n'allez pas pouvoir
légitimer ou construire à partir de ce qui est déjà là. Alors, le processus de validation d'un infini véritable, quel est-il? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on peut valider le fait que c'est infini, puisqu'on n'a pas de moyen de le construire à partir de ce qui est déjà là? Eh bien, on peut simplement affirmer que c'est là et mettre au défi l'adversaire de prouver que ça n'y est pas. C'est donc immédiatement dialectique. Et c'est immédiatement dialectique parce que la proposition de l'inconstructible, par définition, elle ne peut pas être construite. Donc la proposition de l'inconstructible, c'est une affirmation sans preuve, sans garantie, d'une nature telle que ce que vous affirmez, c'est que, un, ça éclaire de façon neuve la situation, et deux, que l'adversaire de votre position, en l'occurrence de soutien à l'infini, n'arrivera pas à prouver que ça n'existe pas. Autrement dit, finalement, la garantie du fait que la nouveauté est là, que l'inconstructible est là, c'est uniquement la supposition que, en l'affirmant, on n'introduit pas une contradiction mortelle au regard de ce qui existe déjà. On affirme simplement que ça échappe à la détermination par ce qui existe déjà. Alors ce point est très important, parce que, au départ, contrairement peut-être à beaucoup de suppositions, il ne s'agit pas de résistance à ce qui existe ou d'antagonisme à ce qui existe. C'est le point le plus subtil, ce qui a de grandes conséquences politiques. Il s'agit en réalité de dire, si vous voulez comprendre là ce qui se passe, il faut que vous introduisiez une affirmation, une propriété, restons dans le vague pour l'instant, vous introduisez quelque chose. Ce quelque chose étant tel qu'il n'est pas constructible, c'est-à-dire vous n'allez pas pouvoir le coder immédiatement à partir de ce qui existe déjà, donc il y a un élément de nouveauté irréductible, que signifie l'inconstructible, et non seulement ce phénomène va éclaircir la situation, l'affirmation va éclaircir la situation, bien plus que ne le fait le codage, recouvrement, mais en plus, personne n'arrivera à démontrer qu'il est contradictoire de l'affirmer. Donc, la validation sera négative. Quelque chose du côté affirmatif va demeurer, et on ne peut pas demander que ce côté affirmatif soit démontré, parce que s'il était démontré, ça veut dire qu'il serait constructible. Et donc, que sa nouveauté infinie ne serait pas délivrée. Alors c'est ça le nouveau aussi. C'est aussi une théorie du nouveau dans la dialectique du fini et de l'infini. Et ce que Gödel introduit, enfin une théorie formelle de tout ça, ce que Gödel introduit, c'est l'idée très intéressante que, au fond, l'infini, c'est toujours un axiome nouveau. Alors lui, il le dit parce qu'il bricole dans les théories formelles. Mais on peut prendre ça métaphoriquement, on peut dire oui, c'est une affirmation nouvelle. L'infini se soutient toujours d'une affirmation nouvelle. Affirmation nouvelle en quel sens? Eh bien, au sens où elle n'est pas constructible. Ça veut dire quoi qu'elle n'est pas constructible? Ça veut dire que vous ne pouvez pas la construire à partir de ce qui existe déjà dans la situation en termes de propriété et d'objet. Donc c'est une affirmation nouvelle, donc c'est un axiome nouveau, et donc c'est quelque chose non pas qui s'oppose à la situation, c'est quelque chose que vous ajoutez à la situation. Et donc, d'une certaine manière, ça introduit une idée très, très, très profonde et difficile que l'essence de la nouveauté, ça n'est pas la destruction. L'essence de la nouveauté, c'est la supplémentation. Il y a quelque chose en plus, mais quelque chose en plus pour de bon.
Il n'y a pas quelque chose en plus que vous pouvez bricoler à partir de ce qu'il y a déjà, mais quelque chose en plus dont l'en plus même ne se soutient que de son affirmation. Et après, si quelqu'un n'en veut pas, qu'il démontre que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il démontre que c'est contradictoire avec ce qu'il y a. Et le soutien à l'infini, ça n'est pas de l'opposer à ce qu'il y a, c'est de dire, je supplémente la situation par cette donnée-là, et ce faisant, je vais vous montrer que, je l'éclaire, cette situation, de façon neuve et nouvelle, et plus profonde que ce que vous dites, et deuxièmement, si vous n'êtes pas content de mon supplément, montrez qu'il ne peut pas exister. Ce qui veut dire qu'il est contradictoire avec la situation, que s'il existait, la situation serait complètement autre, complètement détruite. Donc, vous voyez l'extrême importance de cette question du constructible et de l'inconstructible. Alors, on peut disposer les choses, la prochaine fois, je vous apporterai un schéma, mais je peux vous le dire de façon assez simple. C'est comme un arbre. Représentez-vous ça comme un arbre avec des branches successives. Vous partez de la situation telle qu'elle est constructiblement. C'est-à-dire vous partez du stock de ce qui est déjà existant, affirmé, démontré, c'est-à-dire de l'ensemble de ce qui a déjà trouvé sa place, son nom dans la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire du matériel de codage aussi. Parce que coder sera toujours puisé là-dedans pour recoder le nouveau de manière à ce qu'il soit méconnaissable comme nouveau et fonctionne comme si c'était la continuation de l'ancien. C'est ça le recouvrement. Donc vous partez de ça. Ça, on peut l'appeler la situation, on peut l'appeler comme on veut. C'est les choses comme elles sont dans le consensus général de leur être. Vous partez de ça. À partir de là, vous avez le constructible et le non constructible. Première division. Lorsque s'introduit quelque chose de nouveau. Première forme de la nouveauté, une nouveauté constructible, une nouveauté faible, si vous voulez. Une nouveauté constructible, c'est l'existence de quelque chose qui est construit à partir de ce dont on savait déjà que ça existait. Alors ça, on nous fait toujours ce coup-là, de nous présenter comme nouveau quelque chose qui en réalité est une construction à partir de ce qu'il y a déjà, et donc un développement de ce qu'il y a déjà. Ça, c'est à ce régime-là que l'on considère que notre société est constamment nouvelle. Un nouveau modèle de smartphone, des choses bricolées, construites, édifiées à partir de ce qu'il y a et qui alimentent le grand marché, etc. Alors ça, vous avez ça d'un côté, ça c'est le grand domaine du constructible, qui va être considéré en définitive comme le vrai concept du fini. Même si, ça on y viendra plus tard, même s'il y a en apparence de l'infini dedans. Puis de l'autre côté, vous avez l'inconstructible, c'est deux registres de la nouveauté, la nouveauté constructible, la nouveauté inconstructible, le registre de l'inconstructible, c'est-à-dire ce sont des existences affirmées qui ne peuvent exister que parce qu'on en affirme l'existence, qui sont non constructibles en ce sens, c'est-à-dire non constructibles à partir de ce qui existe, déjà. Alors le risque pris, si quelque chose est affirmé comme ça, de façon non constructible, c'est que, à la fin des fins, ça s'avère contradictoire. C'est-à-dire que ça s'avère inconsistant. Finalement, ça ne tienne pas. On prend ce risque, puisqu'on ne le construit pas. Quand vous construisez, la chose est là, et on sait comment elle est là, puisqu'on sait comment elle est construite à partir de ce qu'il y a. Et du côté du constructible, la branche constructible, elle s'arrête au constructible. Et le constructible, il peut donner d'autres constructibles, mais l'autre branche, la branche qui va à l'inconstructible, à la branche où il va se loger l'infini véritable, elle se divise malgré tout. Parce que peut-être que parmi ce qui est affirmé comme non constructible, il y a peut-être quelque chose qui est inconsistant.
Vous ne pouvez pas évacuer cette hypothèse puisque vous ne pouvez pas le construire. Donc, ça va se diviser en deux, le non constructible. Vous allez avoir le non constructible qui va s'avérer contradictoire avec ce qui existe et auquel il va falloir renoncer à ce titre parce qu'il introduit une inconsistance dans le réel. Et puis, de l'autre côté, ce qui est non contradictoire avec ce qui existe. Donc c'est-à-dire non contradictoire au sens où ça continue à se développer sans qu'apparaisse de contradiction avec ce qui existe. Et puis ce non contradictoire avec ce qui existe, il se divise à nouveau. Parce que ça veut dire quoi que c'est non contradictoire avec ce qui existe? Est-ce que ça veut dire que vous pouvez prouver que c'est non contradictoire avec ce qui existe? Ça, ce serait le meilleur cas. Non seulement c'est non contradictoire avec ce qui existe, mais vous pouvez prouver que c'est non contradictoire avec ce qui existe. Malheureusement, ce cas reconduit un peu au constructible. Voilà. Plus précisément, Gödel montre qu'on ne peut pas démontrer que du non constructible est absolument cohérent. Je laisse les complexités formelles de côté. Mais vous voyez bien que la possibilité la plus garantie serait celle, vous proposez une affirmation nouvelle, elle éclaire la situation, elle est nouvelle, elle ouvre à l'infini, et puis en plus, vous avez l'assurance qu'elle est non contradictoire avec tout ce qui existe. C'est souvent ce qu'on demande en politique. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une nouveauté politique, on demande de prouver qu'elle marche, quoi. Et ça, oui, mais votre affaire, est-ce qu'elle marche? Ben justement, la nouveauté politique, elle est non constructible par définition, comme toutes les nouveautés. Et donc, on ne peut pas lui demander d'argumenter en sa faveur de façon constructive. C'est-à-dire, elle ne peut pas constructiblement être déclarée non constructible. Oui, bien. Et donc, il y a toujours un élément de pari. Il faut toujours parier. Ah, sur ce point, Pascal avait raison. Il faut parier sur l'infini. C'était bien sur ça qu'il pariait, Pascal. C'était l'infini religieux. Mais enfin, il avait compris que l'infini, il faut parier. Et ça, ça reste vrai. Même indépendamment de toute religion, de toute transcendance, dès que vous avez un point d'infini quelque part, c'est sûr qu'il doit être soutenu par un pari. C'est-à-dire par un nouvel axiome, une nouvelle affirmation qui ne se soutient que d'elle-même et que vous ne pourrez pas domestiquer démonstrativement. Alors, si vous ne pouvez pas démontrer que c'est non contradictoire, comment vous faites? Ben, vous en tirez les conséquences. Vous en tirez les conséquences, et si c'est contradictoire, un jour ou l'autre, ça se verra. Voilà. Tant que les conséquences n'amènent pas de contradiction, ben vous supposerez que c'est non contradictoire. Voilà. Donc, la non-contradiction de l'infini est entièrement mesurée par le système de ses conséquences. Et donc, il n'y a pas d'autre preuve en politique, par exemple, que les conséquences que vous tirez de vos nouveaux axiomes. Si vous ne tirez aucune conséquence, ça restera douteux. C'est la version formelle du primat de la pratique, ça. C'est-à-dire, si l'hypothèse n'est que théorique, elle peut être suspendue dans l'aléa du contradictoire ou du non-contradictoire, on ne saura pas. L'expérimentation du fait que votre hypothèse nouvelle tient le réel, enfin tient au réel, c'est le système de déploiement des conséquences que vous en tirez. Et c'est pourquoi la politique créatrice est axiomatique. C'est axiomatique au sens où ce qu'elle permet de construire de nouveau est la seule garantie possible de sa consistance ou de sa cohérence avec ce qu'il y a. Alors, finalement, vous voyez, dans toute cette affaire, ce qui échappe au recouvrement, puisque c'est ça qu'on vise, ce qui échappe au recouvrement, ça va être l'infini non constructible. Ça va être l'infini non constructible en tant que vous en affirmez l'existence, en tant qu'il y a un jugement d'existence qui va avec. Et vous ne dites pas
que cet infini, qui se soutient dans l'existence de son affirmation, vous affirmez qu'il existe vraiment. C'est-à-dire, l'hypothèse est une hypothèse d'existence au sens strict. Vous affirmez que ça existe. Vous ne vous contentez pas d'affirmer que ça peut exister. C'est-à-dire, vous affirmez que ça existe, à charge pour l'adversaire de démontrer que c'est incohérent, à charge pour vous de démontrer que c'est cohérent, étant entendu que justement vous ne pouvez pas le démontrer, mais vous pouvez seulement en tirer les conséquences telles qu'on ne verra pas apparaître de contradiction. Contradiction, là, signifiant contradiction avec le réel, tout simplement. Donc, impossibilité stricte. Alors, finalement, comment se présente ça du point de vue des exemples que j'ai mis en avant aujourd'hui? Si par exemple vous devez présenter vos vœux, vous devez présenter vos vœux, des vœux inconstructibles. Si vous devez présenter vos vœux, pour avoir des vœux véritables, bien, il faut que votre vœu assume les désirs de l'autre. Parce que vous allez lui souhaiter, par exemple, que ses désirs soient satisfaits. Mais, puisque vous, potentiellement, vous devez pouvoir supposer ça pour tout le monde. Et vous ne pouvez pas faire le vœu que quelqu'un ait tous ses désirs satisfaits si vous savez par ailleurs que la satisfaction de ses désirs, ça veut dire de nuire à tous les autres. Donc finalement, un vrai vœu, c'est que le vœu que l'autre voit ses désirs satisfaits, pour autant qu'ils sont compatibles avec l'universalité. Ça, sur ce point, Kant a raison. Il y a un critère d'universalité nécessaire. Sinon, le vœu consiste simplement à entrer dans le système des intérêts. Vous soutenez l'intérêt de l'autre, mais si vous soutenez l'intérêt de l'autre, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas constructible. C'est-à-dire qu'en réalité, vous ne soutenez l'intérêt de l'autre parce que cet intérêt de l'autre est aussi le vôtre. Vous n'échappez à ça que si vous soutenez le désir ou l'intérêt de l'autre, en tant que vous le reconnaissez comme universel. Et donc vous incluez à ce moment-là dans cette dilection pour l'autre. Mais tout ça va rester suspendu aux conséquences, c'est-à-dire au comportement de l'autre au regard des vœux que vous avez formulés le concernant. Et vous ne pourrez jamais démontrer que votre vœu était ajusté, c'est-à-dire que la charge d'universel qu'il comportait par obligation était réellement là. Et dans l'affaire des meurtres de masse, il va falloir affirmer le va-et-vient dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'intelligibilité nouvelle, non pas à partir d'un codage recouvrant, mais à partir d'un va-et-vient entre le monde tel qu'il est, les subjectivités qui s'en infèrent et la transformation possible de ces subjectivités se déployant en définitive comme transformation du monde lui-même, le va-et-vient complet. Vous allez affirmer ce va-et-vient sans naturellement pouvoir prouver que ce va-et-vient se déduit de la situation, mais uniquement par le fait qu'il l'éclaire, la transforme, la change, donc par les conséquences. Par les conséquences. Donc finalement, vous voyez où nous en sommes, hein? Là, comment échapper au recouvrement? C'est ça la question. Comment échapper au recouvrement comme loi générale au fond de la dictature de la finitude? Et donc, véritablement, ce qui s'est passé là est un exemple spectaculaire. Mais je vais vous dire une chose, je ne suis pas sûr que ça ait marché, vraiment. Moi, j'ai été quand même frappé, enfin là, on entre dans le journalisme, hein, franchement, mais un petit peu. J'ai trouvé que le rassemblement de la République de hier, c'était un bide. Voilà.
Et la preuve, c'est que les médias n'ont pas pu faire le moindre tapage dessus. Moi, j'ai écouté, oh, bon, pas terrible, quelques milliers de gens, un truc bâclé très vite. Or, c'était une opération typique de recouvrement, qui était le recouvrement de novembre par janvier. Ça, janvier était déjà là, on l'avait codé là à fond. Et donc, il y a eu une tentative de coder novembre par janvier, mais ça ne fonctionne pas bien parce que les catégories du recouvrement de janvier étaient toutes tirées du caractère ciblé de l'acte. C'est-à-dire qu'on s'en prenait à Charlie Hebdo, aux blasphémateurs religieux, on s'en prenait aux juifs, spécifiquement, cachère, on s'en prenait à la police. Donc, le recouvrement pouvait se bâtir à partir de là. Antisémitisme, négation de la liberté d'expression, etc. Et c'est ça qui a été mis en scène, de sorte que, comme vous le remarquez, on a tout de suite organisé une riposte massive, une mobilisation massive. Cette fois, c'est pas du tout la même chose, et la tentative de mobilisation massive n'a pas marché. Alors pourquoi? Bien parce que je pense qu'il aurait fallu un autre recouvrement que celui-là. Que celui-là a laissé les gens un peu sceptiques, un peu préoccupés, un peu inquiets. Ils n'ont pas marché derrière avec la même intensité que la dernière fois, ce qui prouve que le recouvrement laissait pointer quelque chose, quoi? Bien, quelque chose qui n'était pas clair. Voilà. Quelque chose qui n'avait pas été éclairci par le recouvrement. Le recouvrement a laissé quelque part une trace obscure de cette affaire, un non-dit, qui effectivement, à mon sens, existe absolument, et un non-dit qu'il est d'ailleurs difficile de dire, ce n'est pas une chose élémentaire, une chose simple, et que la conscience générale a été que, eh ben oui, le recouvrement, grosso modo, on voit bien, quoi, mais ça n'avait pas éclairci vraiment ce qui s'était passé. Et donc, on pourrait dire l'infini court toujours. L'infini court toujours dans cette affaire. Et donc, c'est pas fini, alors au sens strict. C'est pas fini. La finitude n'a pas pu complètement le colmater, le recouvrir. Je crois qu'un des points aussi, c'est que la guerre, les gens n'ont pas envie de faire la guerre, pour dire ce qui est, même si c'est une guerre un peu comme ça, quoi, destinée au recouvrement. La guerre, c'est quand même une grosse affaire. Et là, on dit, voilà, on est en guerre. Mais ça, c'était quand même une pure et simple répétition de ce que Bush avait raconté au moment des attentats et tout ça. La guerre, on a vu ce que ça donnait. Donc, vous voyez, là, on pourrait dire, si je pense que l'établissement par le gouvernement, les organes de propagande, etc., de la constructibilité de cette affaire a été une opération médiocre. Quand vous voulez montrer que quelque chose est constructible, il faut quand même le montrer un peu. Et il faut quand même introduire des recouvrements significatifs, des recouvrements qui sont appropriés à la singularité de l'acte, des choses comme ça. Et là, je pense que les recouvrements ont été... Et donc l'infini court toujours. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, évidemment. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Quand l'infini court toujours, ça veut dire que peut-être on peut le cranter comme ça par une affirmation nouvelle. Et oui, le repérer et dire, voilà, il est là. Alors vous ne pourrez pas démontrer, évidemment, vous n'allez pas inférer, vous n'allez pas le déduire de la situation, il n'est pas constructible. Mais on peut quand même. Alors, ce que nous allons faire à partir de la prochaine phase, c'est que nous allons un peu
préciser tout ça, non pas entrer dans un formalisme mathématique détaillé, mais tout de même le présenter de telle sorte que ça soit parfaitement clair pour vous, clair à son niveau, y compris formel ou abstrait, parce que je crois que c'est d'une importance considérable, vous savez. Je crois que c'est pas au fond, aborder les choses par la lutte contre le recouvrement, plutôt que par la contradiction, c'est une opération moderne, je pense. C'est une modernisation de la politique critique, la politique contestataire, la politique révolutionnaire, appelez-la comme vous voulez, mais aussi de la vie personnelle. C'est-à-dire essayer de voir dans ce qui nous arrive, ce que nous devenons, ce que nous faisons, quelle est la part en réalité du recouvrement d'une virtualité qui elle, serait une virtualité véritable. C'est-à-dire serait quelque chose dont il faudrait soutenir par l'affirmation, mais ça veut dire par la vie et par les conséquences, la possibilité. C'est-à-dire quelque chose qui est comme l'introduction dans la vie d'un nouvel axiome. Parce qu'en général, la vie, ça consiste à tirer des conséquences des axiomes déjà là. Et la question d'un nouvel axiome, c'est provoqué effectivement par des remuements comme ça, par des virtualités, par des événements, que très souvent nous codons par recouvrement. C'est-à-dire dont nous épuisons la capacité dynamique en les codant par des emprunts, des emprunts conservateurs à la situation telle qu'elle est. Je ne suis pas en train de dire que le conservatisme n'est pas une obligation. 90% de l'existence est conservatrice. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Mais c'est quand même pas la même chose si les 10% restants courent toujours. C'est-à-dire si leur infinité latente est quand même saisissable à un moment donné dans un registre affirmatif axiomatique qui va en soutenir l'existence et dire bon, ben j'assume les conséquences. J'assume les conséquences et à ce moment-là, vous mettez en quelque sorte la situation au défi de vous contredire, elle. Parce que la charge de la contradiction, c'est sur elle. C'est pas vous qui allez prouver que c'est non contradictoire, mais c'est eux qui, s'ils en sont capables, doivent prouver que c'est contradictoire. Et s'ils n'y arrivent pas, ben, les conséquences continueront à être homogènes au réel. Et alors, on peut terminer là-dessus pour aujourd'hui. En réalité, c'est une définition possible de la liberté. La liberté, telle qu'elle est conçue ici, c'est la liberté dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire c'est la liberté en tant que sécurité, quoi. Même la liberté des opinions, c'est pouvoir raconter ce qu'on veut en étant tranquille. Donc il n'y a pas de liberté du tout là-dedans. La liberté véritable, c'est évidemment le moment où vous devez subjectivement soutenir une affirmation qui, au regard de la situation, est en position d'infinité virtuelle, c'est-à-dire en situation de ne soutenir que des conséquences qui sont les siennes, à charge pour vous de les poursuivre, ces conséquences, et à charge pour les adversaires de votre position de déclarer ou de démontrer que tout ça est incohérent et ne peut pas marcher. Là c'est la liberté. C'est en ce sens qu'on peut dire que toute liberté est infinie. Enfin, toute liberté touche à l'infini, puisqu'on peut appeler infini, évidemment, ce qui est non constructible, puisque ça échappe à la finitude de la constructibilité. Et donc, en vérité, le codage, c'est l'ennemi de la liberté. Par conséquent, c'est un artifice extraordinaire de voir que dans les situations qui sont les nôtres aujourd'hui, le mot liberté est utilisé comme un mot particulièrement ajusté au codage de sa négation. C'est-à-dire que quand on brandit la liberté comme valeur nationale, etc., on est quand même en train de coder une virtualité inaperçue,
dans la situation, une infinité aveuglée, en utilisant contre cette liberté possible, de l'intelligibilité nouvelle du monde tel qu'il est et de sa transformation, en utilisant pour cela le vocabulaire qui est le vocabulaire de l'émancipation. Alors, voilà pourquoi je pense que la transposition à laquelle nous allons nous consacrer pendant une ou deux séances, de l'opposition entre fini et infini, en l'opposition entre constructible et non constructible, est tout à fait importante parce qu'elle supporte une théorie du recouvrement, donc une théorie de ce qui échappe au recouvrement, donc une théorie de l'infini vrai. Parce qu'en définitive, l'infini vrai, nous le définirons comme ce qui est en aptitude d'échapper au recouvrement. Alors il y a dessus, sur ce point, il y a des théorèmes mathématiques magnifiques. On ne va pas... On les transformera en métaphores ici, on les transformera en philosophème, mais c'est une partie magnifique des mathématiques qui détermine avec le plus extrême rigueur dans quelles conditions une infinité peut échapper au recouvrement. Et ça, c'est quand même formidable parce que c'est notre tâche. Notre tâche, c'est surtout dans le monde asphyxié d'aujourd'hui, dans le monde surcodé d'aujourd'hui, avec son codage mondial par le marché, les procédures de capitalisme de production, dans un monde aussi fortement constructible, justement, dans tous ses paramètres, la découverte de la possibilité dans une fissure d'inconstructibilité, c'est-à-dire d'un infini qui échappe au recouvrement, c'est une théorie formelle extrêmement importante et efficace, à mon avis, concernant le gouvernement contemporain de la liberté. Et être libre, ce n'est pas aujourd'hui... oui, bien sûr, c'est s'opposer à l'oppression, mais l'oppression, c'est trop vague. L'oppression fondamentale d'aujourd'hui, c'est l'oppression par le recouvrement. Et donc être libre, c'est échapper au recouvrement. C'est-à-dire ne pas laisser la virtualité infinie être recouverte et asphyxiée par des prélèvements constructibles. Voilà, ce sera la morale du jour.